La Première Guerre mondiale a vu s'affronter une nouvelle génération de soldats. À l'issue de ce conflit, les querelles sont devenues internes. L'Allemagne est morte, et c'est vous qui avez conspiré pour la tuer. La révolution est en marche. La crise de 1929 a ravagé l'économie planétaire et de nouveaux pouvoirs se mettent en place. Leurs sous-marins représentent une immense menace. Parfait. Certains pour reconstruire, d'autres pour détruire à nouveau. Le traité de Versailles doit être révoqué et les chaînes qui nous entravent doivent être brisées les unes après les autres. Avec le soutien de nouveaux alliés, L'Italie retrouvera sa puissance. Hitler se lance à l'assaut de l'Europe. Nous bombarderons chaque ville, chaque village, chaque maison, jusqu'à l'annihilation. Les alliés de 14-18 semblent déterminés à l'arrêter. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons sur les collines. Nous ne nous rendrons jamais à nos ennemis. Mais une nouvelle menace se lève à l'est. Non, amiral. Restez. Nous avons des choses à voir ensemble. La frappe extraordinaire de DiMaggio donne l'avantage aux Yankees qui s'envolent pour le titre et je ne vois pas comment les Dodgers de Brooklyn pourraient remonter dans cette partie. Nous interrompons ce programme pour diffuser un flash spécial. Notre base de Pearl Harbor sur l'île d'Oahu dans l'archipel de Hawaï vient d'être bombardée par l'aviation japonaise. L'attaque aurait détruit plusieurs cuirassés et causé de nombreuses victimes. Pour la première fois au XXe siècle, les États-Unis sont attaqués par une puissance étrangère. La presque totalité de leur flotte du Pacifique a été coulée ou endommagée. Dès le lendemain, Roosevelt adresse son plus important discours à la nation. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. With the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph, so help us God. Du côté japonais, l'attaque est un succès retentissant. À Pearl Harbor, les Japonais lancent une des attaques surprises les plus audacieuses de l'histoire et des plus réussies sur le plan tactique. Ils ont détruit 350 avions, 8 cuirassés et 4 destroyers. C'est une défaite militaire colossale pour les États-Unis.
La plupart des objectifs ont été détruits. L'état-major japonais voulait conclure un accord de reddition avec les Alliés. Et pour être en position de force, il a estimé qu'il devait frapper une seule fois et fort, pour ensuite entamer les négociations de paix. Les Américains se souviendront de Pearl Harbor. En public, l'attaque de Pearl Harbor était une très bonne nouvelle. Mais les milieux bien informés qui connaissaient les États-Unis se sont inquiétés de la puissance de l'adversaire. Nous n'avons plus le temps d'avoir peur. Ils vont riposter. Serez-vous à la hauteur, messieurs? Mes troupes sont prêtes. Et les vôtres? Les miennes aussi. Les chantiers navals tournent à plein régime. Avons-nous assez de carburant? Tout ce qui est nécessaire. Et ce qui concerne les munitions? Aussi. Alors finissons-en avec la menace américaine une bonne fois pour toutes. Je crains que nous ayons réveillé un tigre endormi. Roosevelt avait dirigé la marine de son pays. Cette attaque de la part des Japonais contre la flotte américaine l'a d'autant plus indigné. Dès le lendemain, le 8 décembre, il signe la déclaration de guerre contre le Japon. Il savait parfaitement que Pearl Harbor, aussi terrible que cela ait pu être, allait le servir pour faire passer l'opinion américaine du clan des isolationnistes à celui des combattants. Quand Roosevelt a été réélu en 1940, il a promis de ne pas entrer en guerre. Et c'est Pearl Harbor qui a permis le retournement de l'opinion publique américaine, qui a permis donc à Roosevelt d'entrer en guerre. Avant, il avait les mains liées par son opinion, il ne le pouvait pas. Pearl Harbor est donc un moment absolument déterminant pour la libération de l'Europe. C'est parti. Après la destruction de la flotte américaine du Pacifique, le Japon continue sa campagne pour la domination de l'Asie. L'objectif suivant est de s'attaquer aux autres territoires clés du Pacifique. Afin de contrôler la zone entière, ils ont besoin des Philippines comme base d'opération. Mais ce territoire appartient aux États-Unis. Heures après le bombardement de Pearl Harbor, le Japon s'attaque à nouveau aux forces américaines dans le Pacifique. Ici, bombardez tout. L'homme qui est aux commandes de la défense américaine, c'est Douglas MacArthur. MacArthur s'est senti particulièrement impliqué dans la défense des Philippines. Pour lui, le premier jour de combat a été terrible. Son aviation était encore au sol quand les avions japonais sont arrivés et ont détruit la plupart des appareils. Les attaques japonaises sont sans merci. MacArthur et ses hommes sont complètement dépassés. Le gouvernement américain redoute qu'en s'emparant des Philippines, Tojo puisse envahir les îles du Pacifique et posséder suffisamment de ravitaillement pour une attaque sur la côte ouest des États-Unis. Les frappes aériennes nippones s'intensifient et les réserves américaines s'épuisent. MacArthur n'a plus d'autre choix que le repli. MacArthur et ses troupes se replient sur l'île de Corregidor, dans un QG souterrain. Allez, on y va. Il faut sans cesse analyser la situation. Est-ce que le cours de la bataille est en train de changer? Dois-je prendre de nouvelles décisions ou appliquer des mesures d'urgence? Installez les blessés ici. On va installer notre QG un peu plus loin.
Les généraux comme nous sont des officiers rompus à l'armée de métier. Ils sont censés savoir gérer le stress et la crise, ne pas craquer, et garder la capacité de penser et d'agir logiquement pour conduire leurs hommes à la victoire. Soldats, donnez-moi les plans. MacArthur installe son QG de fortune dans un énorme tunnel souterrain. Ses hommes ont beau être entassés dans un trou, MacArthur sait qu'ils sont le dernier rempart contre la prise de contrôle complète du Pacifique par les Japonais. De l'autre côté du monde, Hitler, qui a suivi la victoire japonaise sur les États-Unis, voit l'attaque de Pearl Harbor comme l'occasion de renforcer sa propre offensive. Depuis 1939, l'armée allemande a déferlé sur l'Europe et occupe maintenant la majeure partie du continent. Au fur et à mesure de l'avancée du conflit, le mythe de l'infaillibilité d'Hitler, de son génie de l'art militaire, commence à faire son chemin dans l'opinion. Merci d'être venus, messieurs. Vos exploits sont impressionnants. La Grande Allemagne est fière de vous, et son Führer est fier de vous. Mais la tâche à accomplir... Après avoir rompu son alliance avec Staline et lancé une attaque massive sur l'Union soviétique, Hitler se persuade qu'aucune armée au monde ne peut tenir tête à la Wehrmacht, même pas celle des États-Unis. Dans un deuxième livre qu'il a écrit en 1928, mais jamais publié, Hitler annonce clairement qu'une fois l'Europe conquise, il s'attaquera aux États-Unis. Pour les nazis, la guerre ne peut pas s'arrêter, parce que la race allemande ne peut se renforcer que par des victoires et des conflits permanents. Poursuivant sa mégalomanie guerrière, Hitler doit maintenant se mesurer à son plus puissant ennemi pour un jour l'emporter et offrir d'autres conquêtes à son peuple. Le 11 décembre 1941, 4 jours seulement après le raid japonais sur Pearl Harbor, l'Allemagne d'Hitler déclare la guerre aux États-Unis. Ça a dû être une décision très difficile à prendre. Hitler a toujours tiré les leçons de la Première Guerre mondiale et l'un des enseignements de ce conflit était de veiller à tenir les États-Unis à l'écart. Et c'est ce qu'il avait fait jusque-là. Mais à ce stade, il était tellement persuadé d'être invincible et infaillible, tellement convaincu d'être un stratège hors pair, qu'il est allé à l'encontre de ses propres préventions. L'Allemagne se retrouve avec précisément ce qu'elle voulait éviter, un front massif, gigantesque à l'Est, qui d'ailleurs a tendance à s'enliser à l'automne 1941, contrairement au plan qui était d'aller très vite, et à l'Ouest, l'ouverture de ce front massif avec l'entrée en guerre des États-Unis. Le combat d'Hitler a pris une dimension mondiale, mais sa plus haute mission ne connaît pas de frontières. Le projet d'Hitler prend forme. Il sait que son prochain objectif est de construire un Reich capable de relever le défi de ses ennemis raciaux. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, Hitler a soigneusement mûri son plan pour l'avenir de l'humanité. Il est maintenant en passe de devenir réalité. Hitler envoie les nazis à travers l'Allemagne, en Pologne et dans d'autres territoires occupés pour arrêter des groupes de population qu'il juge indésirables. Des tziganes, des homosexuels, des personnes handicapées et systématiquement toutes les personnes d'ascendance juive.
Hitler se croit investi de la mission d'anéantir la race juive. Il est celui dont le destin est d'éliminer les Juifs. Les nazis ont répandu une vague de terreur dans les villes en raflant d'abord les hommes, puis très rapidement les femmes et les enfants juifs. Nous allons mettre en place la solution finale, afin de régler la question juive. Le programme est clair. Il implique une totale séparation, une totale ségrégation. Cela ne veut pas seulement dire qu'il faut exclure les Juifs du système économique allemand. Il faut aller beaucoup plus loin. Nous avons la dure obligation d'éradiquer les Juifs de la surface de la Terre. De la même façon que l'on éradique les criminels dans notre société. Par le fer et le feu. Ce n'est qu'ainsi que nous viendrons définitivement à bout de la race juive dans notre grand pays. Jusqu'à sa complète annihilation. Hitler fait embarquer les prisonniers dans des trains de marchandises. Et ces trains les conduisent dans des camps très à l'écart des centres urbains. C'était un transport continu de trains de Juifs sur tout le continent. Les camps d'Hitler sont des centres où la mise à mort est organisée méthodiquement. Et le mode d'exécution choisi est l'empoisonnement par des gaz mortels. À la fin 1941, Franklin Roosevelt est sous le joug d'une pression énorme. Aucun président américain n'a jamais eu à faire face à deux guerres en même temps. Roosevelt se retrouvait à devoir affronter l'ascension d'Hitler en Europe et celle des Japonais dans le Pacifique. Les troupes sont en position. Très bien. Pour lui, il ne faisait aucun doute que les États-Unis viendraient à bout de l'Allemagne et du Japon, mais ce serait une tâche de longue haleine, coûteuse en ressources et en vie humaine. C'est le destin du monde qui est dans la balance. Roosevelt reçoit un hôte de marque à la Maison-Blanche. Comme le président américain, Churchill doit se battre sur plusieurs fronts. Une guerre des nerfs mine la population britannique sous les incessants bombardements allemands et la Royal Air Force contre-attaque avec ses propres raids aériens. Et voici à présent une nouvelle guerre qui s'annonce dans le Pacifique avec la menace japonaise sur les possessions britanniques. Churchill a été un grand Premier ministre en temps de guerre parce qu'il a su convaincre le gouvernement que la victoire était possible. Il a persuadé le peuple britannique de supporter les sacrifices. Il a convaincu les Américains de se joindre à l'effort de guerre. Et il a fait savoir à ses ennemis qu'il se battrait jusqu'au bout. C'est Noël. Les deux leaders veulent présenter un front uni et montrer que les Alliés sont plus solides que jamais.
Mais en coulisses, ils ont des avis très différents sur la façon de contrer les puissances de l'Axe et de mettre fin à cette guerre. Tojo s'est emparé de Hong Kong. Chacun des deux dirigeants a connu la défaite face au Japon dans le Pacifique. La domination du monde par Hitler et les forces de l'Axe devient tangible. Dans les Philippines, la bataille fait rage alors que le Japon prend peu à peu le contrôle du Pacifique. Après 3 mois de combats incessants, les Japonais s'approchent du bunker du général MacArthur. Les attaques japonaises se succèdent à la surface. Quelles sont nos pertes? Nous devons à tout prix maintenir l'approvisionnement. Général? Oui. C'est l'amiral. Je le prends. Abandonner les îles américaines, c'est bien la dernière chose que MacArthur envisage. Il nous faut des armes, des munitions et des renforts. Nous sommes assiégés, mais nous ne lâcherons pas. Nous avons besoin de vous. Tout le monde va bien? Pas de blessés? Oui, mon général. Il est prêt à mourir pour défendre les Philippines. Les troupes japonaises ont pris les îles de Guam et de Wake. À Washington, Roosevelt doit se décider rapidement. Il n'y a plus grand-chose à faire. Perdre son général en chef serait un coup fatal au moral de l'armée. Et une victoire morale intolérable pour les Japonais qui en sortiraient renforcés. Quand pourra-t-on renforcer les troupes du général? C'est impossible, Monsieur le Président. Combien de temps peut-il encore tenir? Nous ne pouvons pas lui fournir... Où exactement se trouvent nos forces navales sur place? Le long de la péninsule de Batang. Et quand arriveront les renforts, amiral? MacArthur ne tiendra pas jusque-là. Quand arriveront-ils? Pas avant une semaine. Alors il faut sortir le général de là. Il refuse de partir, monsieur. Dites-lui que ce n'est pas une prière, mais un putain d'ordre. Oui, monsieur. Général? Pour MacArthur, il est hors de question d'abandonner ses hommes. MacArthur est un militaire, il aime ses hommes. Et un militaire ne doit jamais reculer ni abandonner ses soldats. Mais l'ordre vient du commandant en chef des armées. Contre sa volonté, MacArthur est évacué en Australie. Et immédiatement, ses pires craintes se réalisent. Les Japonais l'emportent sur les Américains et prennent le contrôle des Philippines. C'est une grande victoire pour Tojo et le moral du Japon. À près de 10 000 km de là, les troupes allemandes avancent en Russie. Nous devons prendre ces collines. Positionnez vos troupes. Hitler a envoyé 1 million d'hommes sur le front russe. S'il réussit à vaincre l'Union soviétique, alors les puissances de l'Axe contrôleront l'ensemble de l'Europe et de l'Asie, soit presque un tiers du globe. Le 2 octobre 1941, Hitler lance l'attaque pour s'emparer de Moscou. Dans cet affrontement brutal, les deux armées subissent de lourdes pertes. En un peu plus d'une semaine, l'Allemagne fait près d'1 demi-million de prisonniers soviétiques. À ce moment-là, Staline a l'impression que rien ne pourra arrêter Hitler. Il est sur le point de fuir la capitale quand le piège que redoutait le plus Hitler vient à son secours. L'hiver s'abat sur la Russie. Hitler pensait vraiment arriver à Moscou avant l'hiver. Mais l'hiver est là, et l'armée allemande n'y est pas préparée. Des régiments entiers de Sibériens bien équipés arrivent de l'Est et résistent farouchement aux Panzer Divisions d'Hitler.
Les uniformes et les armes des Allemands ne sont pas conçus pour résister au froid de l'hiver russe. En peu de temps, les troupes allemandes sont submergées. Pour la première fois, les nazis sont dominés. Dans le Pacifique, les Japonais ont causé des pertes considérables aux forces américaines et à leurs alliés. Les services secrets américains travaillent d'arrache-pied à trouver un moyen d'inverser le cours des choses. En mai 1942, l'US Navy donne à Roosevelt l'occasion qu'il attendait. J'ai une excellente nouvelle, général. De quoi s'agit-il? Nous avons déchiffré leur code. La cible est Midway. En êtes-vous sûr? Absolument. Alertez la flotte. Les messages déchiffrés renferment les détails des prochains plans d'attaque du Japon. Ils ne doivent pas s'emparer de cette base. L'atoll de Midway. Situé à mi-chemin entre l'Asie et les États-Unis, Midway est une base aérienne américaine cruciale. Si les Japonais s'en emparent, ils contrôleront tout le Pacifique. Et pire, l'Amérique peut craindre que de cette base, les Japonais disposent d'un relais pour frapper les États-Unis. Après le désastre de Pearl Harbor, la flotte américaine n'a plus que 3 porte-avions dans le Pacifique. Bien, montrez-moi où est positionnée notre flotte. Roosevelt sait que c'est sa dernière chance de l'emporter sur le Japon. D'accord. Il décide donc d'envoyer ses 3 derniers porte-avions à Midway pour tendre une embuscade à la flotte japonaise. Que Dieu nous vienne en aide. Le 4 juin 1942, la flotte américaine se positionne autour de Midway. Quand la marine japonaise pointe à l'horizon, les Américains lancent leur attaque surprise. Est-ce qu'on a des nouvelles? Pas encore. J'écoute. Quatre porte-avions ont été détruits. Mais je croyais qu'il nous en restait 3. 4 porte-avions japonais, monsieur. Continuez à me tenir au courant du déroulement de l'opération. En moins de 6 minutes, 4 porte-avions sont anéantis et plus de 3000 soldats japonais sont tués. Au cours de cette bataille décisive de Midway, les États-Unis ont porté un coup d'arrêt à l'expansion japonaise. Le Japon était contraint d'étendre son empire, faute de quoi il se replierait à nouveau sur lui-même. Le fait que la plus grande partie de l'empire japonais consistait en un vaste océan vide signifiait qu'il pouvait se résorber assez rapidement. Les États-Unis viennent d'infliger leur première défaite majeure aux Japonais. Il nous reste l'Irio.
Je vous demande un instant, général. Pour Tojo, l'échec de Midway est une faute humiliante. Après la bataille de Midway, la marine japonaise perd l'initiative du combat contre les États-Unis. Le Japon doit envisager de négocier une paix avec les Américains. Ne parlez à personne de ce qui s'est passé. Pendant ce temps, en Allemagne, Hitler rumine sa défaite contre Staline à Moscou. Je veux du renfort sur le front ouest. La guerre entre les forces de l'Axe et l'Union soviétique se poursuit, avec déjà plus d'1 million de morts dans chaque camp. Staline et Hitler se sont engagés dans un combat qui relève plus de la bataille d'ego que de la stratégie militaire. C'est un duel à mort qui se joue sur les cadavres de leurs propres hommes. Voici mon plan. La fierté d'Hitler a été touchée. Il a échoué à s'emparer de Moscou et il laisse son ego prendre le dessus. Il envoie 1 million de soldats à l'assaut de la ville industrielle de Stalingrad, un symbole pour Staline puisqu'elle porte son nom. Hitler pensait qu'il s'était engagé dans une bataille personnelle avec Staline. Et c'est pour ça qu'il s'est acharné sur Stalingrad, qui n'avait pas d'importance stratégique, à part le nom de Staline. En s'approchant de Stalingrad, les forces allemandes se retrouvent nez à nez avec l'armée rouge. Hitler est persuadé qu'il peut l'emporter. Le Führer est un visionnaire. Et alors, à ce moment-là, le chien démarre à toute vitesse, il passe derrière mes jambes comme un fou et il me fait tomber. Comme c'est drôle. Boum, par terre. Il avait une force incroyable. Il n'a rien pu faire. C'est le général. Mesdames, Je vous en prie. veuillez vous asseoir. S'il vous plaît. Les Russes ont fortement ralenti notre progression. Nous avons perdu la 14e et la 22e division Panzer. Laissez-moi vous expliquer. Silence! Il pouvait encore ordonner à sa 6e armée d'opérer un retrait tactique. Mais Hitler avait cette vision messianique de lui-même. Aucun retour en arrière n'était possible. On ne peut pas comprendre ce qu'a fait Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale sans comprendre les leçons qu'il a tirées de la première. La principale étant de ne jamais rien céder. Le traumatisme de la capitulation allemande de 1918 est encore tellement vif qu'il ne se résoudra jamais à abandonner le combat lors de ce nouveau conflit mondial. Staline considère de son côté que la ville qui porte son nom est sacrée. Il est prêt à tout sacrifier pour la défendre. Nos troupes ont bloqué les Allemands. Mais c'est temporaire. Il nous faut des vivres, des tanks. Je ne tolérerai aucune désertion. Chaque homme doit défendre la ville et se battre jusqu'à la mort. Au-delà de toute logique tactique, Hitler envoie toujours plus d'hommes à la mort. Un soldat allemand meurt toutes les 7 secondes. Dans un dernier effort pour briser l'armée rouge, l'armée allemande a engagé plus de troupes que nécessaire pour l'offensive finale. La bataille de Stalingrad marque un tournant dans cette guerre. C'est un revers considérable pour l'Allemagne.
gloire, nous célébrons le triomphe de l'âme allemande. Ce 2 février 1943, Hitler s'apprête à célébrer le 10e anniversaire du Troisième Reich. Dans la finance internationale juive, c'est le national-socialisme qui sauvera... Führer. Oui, qu'y a-t-il, général? La 6e armée. Elle a été vaincue. Vaincue, vous dites? Comment cela est-il possible? Ils se sont rendus aux Russes. Ils se sont rendus? 250 000 hommes, une armée entière, vaincue, détruite, rendue aux Russes. Ces fils indignes de la Grande Allemagne sont des traîtres à leur race. Qu'ils soient tous maudits, au nom de la nation, au nom de leurs enfants, au nom de leurs pères, leurs frères et de leurs sœurs. La souillure de leur âme est plus noire que leur sang. Je ne peux plus rien entendre. Ils ont capitulé. Et ils croupiront dans les prisons ennemies jusqu'à la mort. Les dieux de la guerre nous ont abandonnés. Ce qui reste de l'armée allemande est en lambeaux. L'homme qui voulait régner sur l'Europe entière doit laisser son pire ennemi crier victoire. Et pour la première fois, envisager la possibilité d'une défaite. Roosevelt commence à craindre que si Staline vient à bout d'Hitler à lui tout seul, il se mette en tête de conquérir l'Europe à son tour. Mais à ce stade, les dirigeants alliés sont en désaccord sur la meilleure stratégie pour vaincre l'Allemagne. Churchill, toujours poursuivi par le désastre des Dardanelles, refuse d'engager les troupes alliées en masse. Il propose à la place des attaques périphériques. Alors que Roosevelt, qui a vu la victoire de l'Amérique dans la Première Guerre, veut attaquer l'Allemagne de front à travers la France. Non, ne tirez pas, je me rends, ne tirez pas! Finalement, les Alliés s'accordent sur la Sicile pour pénétrer en Europe. Le 10 juillet 1943, ils débarquent sur l'île. Le moment que les Alliés attendaient est enfin arrivé. Plus de 160 000 Britanniques, Canadiens et Américains convergent en Sicile pour la première attaque alliée en Europe depuis leur défaite à Dunkerque. L'homme à la tête des forces américaines attendait ce jour depuis 25 ans. Le lieutenant-général George Patton s'était fait une réputation au cours de la Première Guerre mondiale en commandant la première brigade de chars des USA. En avant! Soldats, en avant! Après la Première Guerre mondiale, Patton a fait passer le corps des chars US d'une brigade de quelques dizaines de véhicules blindés à une division de l'armée de plus de 88 000 tanks. En débarquant en Sicile, les Alliés commencent par organiser la prise de la capitale, Palerme. Méfiez-vous des embuscades. C'est le commandant britannique Bernard Montgomery qui supervise l'opération. Vous vouliez me voir? La 8e armée anglaise marchera sur Messine demain, à l'aube. Nous sommes prêts. Nous avons décidé que votre armée restera ici, en renfort, en attendant d'autres instructions. Ce sera tout, général.
Patton et Montgomery ont des caractères opposés. Montgomery est très prudent, alors que Patton est très impulsif, il prend des risques. Il trouve Montgomery trop lent et il pense qu'il ferait mieux de prendre les choses en main. Le plan de Montgomery consiste à faire avancer les Britanniques le long de la côte est de l'île, avec les troupes américaines en soutien. Patton estime que c'est une insulte à la compétence des forces américaines, et il met au point sa propre stratégie. Patton et Montgomery ne s'appréciaient vraiment pas. Montgomery n'aimait pas les tactiques de cow-boy de Patton, et Patton trouvait que Montgomery était un imbécile pompeux, incapable de diriger des hommes. Patton va trouver l'officier supérieur de Montgomery et lui dit « Écoutez, nous devons prendre Palerme et nous devons la prendre maintenant, j'y suis prêt. » C'est classique chez Patton. Il est audacieux avec juste ce qu'il faut d'insubordination. Patton obtient le feu vert pour son plan. Il commence à mobiliser ses troupes pour l'attaque. Passez-moi Patton. J'écoute. Je vous rappelle que vous devez rester à l'arrière-garde et en aucun cas marcher vers Palerme. Le 18 juillet 1943, Patton et ses forces lancent l'assaut contre Palerme et encerclent l'ennemi. La ville est prise en 72 heures. La Sicile sous leur contrôle, les Alliés vont pouvoir lancer une attaque massive contre les puissances de l'Axe, qui comptent les armées nazies d'Hitler et les troupes de Mussolini. Le 3 septembre 1943, les Alliés envahissent l'Italie continentale et font reculer des milliers de soldats de l'Axe. Mais au cours de leur progression, les troupes alliées subissent de lourdes pertes. Patton doit pouvoir compter sur chaque homme sur le terrain. Soldats. Pourquoi êtes-vous ici, soldats? Vous m'avez l'air suffisamment valide pour combattre. Je ne vois aucune blessure grave qui puisse vous empêcher d'aller au front. Regardez-moi. Vous allez peut-être vous prendre une balle et mourir. Mais avant, vous allez vous battre. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas là-bas. Vous n'êtes qu'un lâche. L'incident finit par être rendu public. Quand l'affaire est sortie, l'opinion publique s'est indignée et Roosevelt s'est retrouvé au pied du mur. Même si Patton était un de ses meilleurs éléments, il fallait qu'il soit puni. Roosevelt n'a pas d'autre choix que de relever Patton du service actif. Les Alliés conquièrent l'Italie ville par ville, et Mussolini ne peut que regarder son empire s'effondrer. Avant de perdre le pouvoir, Mussolini est sommé de se rendre à une réunion d'urgence avec son allié le plus proche.
Mussolini a peut-être été l'instigateur, mais les cartes ont été redistribuées. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment pouvez-vous vous comporter ainsi? Vous devez être l'allié solide sur lequel nous comptons pour gagner cet affrontement. Pourquoi? Pourquoi toutes ces défaites? Pourquoi vos armées ne se battent-elles pas? Nous vous avons fourni des armes, des hommes, nous vous soutenons de toutes nos forces. Le sang allemand a coulé pour vous, sur vos terres, et maintenant vous osez abandonner la bataille? C'en est fini de vos plans absurdes. Nous gagnerons cette guerre avec mes stratèges, mes armées et mes idées. Ça suffit maintenant! C'est un tournant dans la relation entre Hitler et Mussolini. Au début, Hitler considère Mussolini comme un exemple à suivre. Mais à la fin de la guerre, quand Mussolini échoue, les Italiens deviennent le maillon faible de l'Axe. Mussolini est renvoyé à Rome avec des instructions pour résister. Vous devez les empêcher d'avancer. Ils ne prendront pas Rome. Moins de 2 mois plus tard, l'Italie se rend aux Alliés. Et la première puissance majeure de l'Axe est renversée. Hitler voit l'homme qu'il admirait tomber dans la déchéance. Il sait qu'à présent, c'est lui que les Alliés ont en ligne de mire. Nous devons gagner cette guerre, et vous allez nous aider. Messieurs, nous retournons à Baton. Tous à terre! Mon Führer, c'est le moment.